Émile Zola, Madame Naigeon. Il y a 8 jours que mon père, Monsieur de Vaugelade, m'a permis de quitter le Beauquet, ce vieux château mélancolique où je suis né dans la basse Normandie. Mon père a d'étranges idées sur les temps actuels. Il est d'un bon demi-siècle en retard. Enfin, j'habite donc Paris, que je connaissais à peine pour l'avoir traversé 2 fois. Heureusement, je ne suis pas trop gauche. Félix Budin, mon ancien condisciple du lycée de Caen, a prétendu, en me revoyant ici, que j'étais superbe, et que les Parisiennes allaient raffoler de moi. Cela m'a fait rire. Mais quand Félix n'a plus été là, je me suis surpris devant une glace, à regarder mes 5 pieds 6 pouces, tout en souriant de mes dents blanches et de mes yeux noirs. Puis j'ai haussé les épaules, car je ne suis pas fat. Hier, pour la première fois, j'ai passé la soirée dans un salon parisien. La comtesse de P, qui est un peu ma tante, m'avait invitée à dîner. C'était son dernier samedi. Elle voulait me présenter à Monsieur Naigeon, un député de notre arrondissement de Gomerville, qui vient d'être nommé sous-secrétaire d'État et qui est, dit-on, en passe de devenir ministre. Ma tante, beaucoup plus tolérante que mon père, m'a nettement déclaré qu'un jeune homme de mon âge ne pouvait bouder son pays, fût-il en République. Elle veut me caser quelque part. « Je me charge de catéchiser ce vieil entêté de Vaugelade, m'a-t-elle dit. Laisse-moi faire, mon cher Georges. » À cette heure précise, j'étais chez la comtesse. Mais il paraît qu'on dîne tard à Paris. Les convives arrivaient un à un, et à 7h30, tous n'étaient point là. La comtesse m'a appris d'un air de désespoir qu'elle n'avait pu avoir Monsieur Naigeon. Il se trouvait retenu à Versailles par je ne sais quelle complication parlementaire. Cependant, elle espérait encore qu'il paraîtrait un moment dans la soirée. Voulant boucher le trou, elle avait invité un autre député de notre département, l'énorme Gauchereau, comme nous le nommons là-bas, et que je connais pour avoir chassé une fois avec lui. Ce Gauchereau est un homme court, jovial, qui a laissé pousser ses favoris depuis peu afin d'avoir l'air grave. Il est né à Paris, d'un petit avoué sans fortune, mais il possède chez nous un oncle riche et très influent qu'il a décidé, je ne sais trop comment, à lui céder une candidature. J'ignorais d'ailleurs qu'il fût marié. Ma tante m'a placé à table près d'une jeune dame blonde, l'air fin et jolie, que l'énorme Gauchereau appelait Berthe très haut. On avait fini par être au complet. Il faisait jour encore dans le salon exposé au couchant. Et brusquement, nous sommes entrés dans une pièce aux rideaux tirés, éclairée par un lustre et des lampes. L'effet a été singulier. Aussi, tout en prenant place, a-t-on causé de ces derniers dîners de la saison d'hiver, que le crépuscule attriste. Ma tante détestait cela. Et la conversation s'est éternisée sur ce sujet, sur la mélancolie de Paris, traversée au jour tombant, lorsqu'on se rend en voiture à une invitation. Je me taisais, mais je n'avais nullement éprouvé cette sensation dans mon fiacre qui m'avait pourtant cahoté durement pendant une demi-heure. Paris, aux premières lueurs du gaz, m'avait empli d'un immense désir de toutes les jouissances dont il allait flamber. Quand les entrées ont paru, les voix se sont élevées, et on a causé politique. J'ai été surpris d'entendre ma tante formuler des opinions. Les autres dames d'ailleurs étaient au courant, appelaient les hommes en vue de leur nom tout court, jugeaient et décidaient. En face de moi, Gauchereau tenait une place énorme, parlant fort, sans cesser de boire ni de manger. Ces choses ne m'intéressaient point. Beaucoup m'échappaient. Et j'avais fini par ne plus m'occuper que de ma voisine, Madame Gauchereau, Berthe, comme je la nommais déjà, pour abréger. Elle était vraiment très jolie. L'oreille surtout m'a paru charmante, une petite oreille ronde, derrière laquelle frisaient des cheveux jaunes. Berthe avait une de ces nuques troublantes de blonde couvertes de poils follets. À certains mouvements des épaules, son corsage décolleté en carré bâillait légèrement par derrière, et je suivais de son cou à sa taille une ondulation souple de chatte. J'aimais moins son profil un peu aigu. Elle parlait politique avec plus d'acharnement que les autres. « Madame, désirez-vous du vin ? Vous passerai-je le sel, madame ?» Je me faisais polie. Je prévenais ses moindres désirs, interprétant ses gestes et ses regards.
Elle m'avait regardé fixement en se mettant à table, comme pour me peser d'un coup. « Ça vous ennuie la politique ?» m'a-t-elle dit enfin. « Moi, elle m'assomme. Mais que voulez-vous? Il faut bien causer. On ne cause que de ça maintenant dans le monde. » Et puis elle a sauté à un autre sujet. « Est-ce joli comme Herville? Mon mari a voulu l'été dernier me mener chez son oncle, mais j'ai eu peur, j'ai prétexté que j'étais malade. » « Le pays est très fertile, ai-je répondu. Il y a de belles plaines. »« Bon, je suis fixée, a-t-elle repris en riant. C'est affreux, un pays tout plat, des champs et encore des champs, avec le même rideau de peupliers de loin en loin. » J'ai voulu me récrier, mais elle était déjà repartie. Elle discutait une loi sur l'enseignement supérieur avec son voisin de droite, homme sérieux, à barbe blanche. Enfin, on a parlé théâtre. Quand elle se penchait pour répondre à une question lancée du bout de la table, l'ondulation féline de sa nuque me causait une émotion. Au bouquet, dans les sourdes impatiences de ma solitude, j'avais rêvé une maîtresse blonde, mais elle était lente, avec un visage noble et la mine de souris. Les petits cheveux frisés de Berthe dérangeaient mon rêve. Puis, comme on servait déjà les légumes, j'ai glissé à une histoire folle dont j'arrangeais les détails au fur et à mesure. Nous étions seuls, elle et moi. Je la baisais par derrière sur le cou, et elle se retournait en souriant. Alors nous partions ensemble pour un pays très lointain. On passait le dessert. À ce moment, elle s'est serrée contre moi, et elle m'a dit à voix basse, « Donnez-moi donc cette assiette de bonbons là, devant vous. » Il m'a semblé que ses yeux avaient une douceur de caresse, et la légère pression de son bras nu sur la manche de mon habit me chauffait délicieusement. « J'adore des sucreries. Et vous ?» a-t-elle repris en croquant un fruit glacé. Ces simples mots m'ont remué au point que je me suis cru amoureux. Lorsque je levai la tête, j'ai aperçu Gauchereau, qui me regardait causer bas avec sa femme. Il avait sa mine gaie, il souriait d'un air encourageant. Le sourire du mari m'a calmé. Cependant, le dîner tirait sur sa fin. Il ne m'a pas semblé que les dîners de Paris fussent beaucoup plus spirituels que les dîners de Caen. Berthe seule me surprenait. Ma tante s'était plainte de la chaleur et l'on est revenu à la première conversation. On a discuté sur les réceptions du printemps, en concluant qu'on ne mangeait réellement bien que l'hiver. Puis on est allé prendre le café dans le petit salon. Peu à peu, il est arrivé beaucoup de monde. Les 3 salons et la salle à manger s'emplissaient. Je m'étais réfugiée dans un coin, et comme ma tante passait près de moi, elle m'a dit rapidement « Ne t'en vas pas, Georges, sa femme est arrivée. Il a promis de la venir prendre et je te présenterai. » Elle parlait toujours de monsieur Neigeon, mais je ne l'écoutais guère. J'avais entendu 2 jeunes gens échanger devant moi quelques mots rapides qui m'émotionnaient. Ils se haussaient à une porte du grand salon, et au moment où Félix Budin, mon ancien condisciple de Caen, entrait et saluait madame Gauchereau, le plus petit avait dit à l'autre « Est-ce qu'il est toujours avec elle ?»« Oui, avait répondu le plus grand. « Oh, un collage en règle. Maintenant, ça durera jusqu'à l'hiver. Jamais elle n'en a gardé un si longtemps. » Ça n'a pas été pour moi une grosse souffrance. Je n'ai ressenti qu'une simple blessure d'amour-propre. Pourquoi m'avait-elle dit d'un ton si tendre qu'elle adorait les sucreries? Certes, je n'entendais pas la disputer à Félix. Cependant, j'ai fini par me persuader que ces jeunes gens calomniaient madame Gauchereau. Je connaissais ma tante, elle était très rigide, elle ne pouvait tolérer chez elle des femmes compromises. Gauchereau, justement, venait de se précipiter au-devant de Félix pour lui serrer la main, et il lui donnait des claques amicales sur l'épaule. Il le couvait d'un regard attendri. « Ah, te voilà, m'a dit Félix, lorsqu'il m'a découvert. Je suis venu pour toi. Eh bien, veux-tu que je te pilote ?» Nous sommes restés tous les 2 dans l'embrasure de la porte. J'aurais bien voulu le questionner sur madame Gauchereau, mais je ne savais comment le faire d'une façon dégagée. Tout en cherchant une transition, je l'interrogeais sur une foule d'autres personnes qui m'étaient parfaitement indifférentes. Il me nommait les gens, il avait des renseignements précis sur chacun. Lui, né à Paris, avait passé seulement 2 années au lycée de Caen, pendant que son père était préfet du Calvados. Je le trouvais de paroles très libres. Un sourire pinçait sa lèvre inférieure lorsque je lui demandais des détails sur certaines des femmes qui étaient là.
« Tu regardes madame Neigeon ?» m'a-t-il dit tout d'un coup. À la vérité, je regardais madame Gauchereau. Aussi ai-je répondu assez sottement « Madame Neigeon, ah, où donc ?»« Cette femme brune là-bas, près de la cheminée, qui cause avec une femme blonde décolletée. » En effet, près de madame Gauchereau, riant gaiement, se trouvait une dame que je n'avais pas remarquée. « Ah, c'est madame Neigeon !» ai-je répété à 2 reprises, et je l'ai examinée. C'était bien fâcheux qu'elle fût brune, car elle m'a paru également charmante, un peu moins grande que Berthe, avec une magnifique couronne de cheveux noirs. Elle avait des yeux à la fois vifs et tendres. Le nez petit, la bouche fine, les joues trouées de fossettes indiquaient une nature à la fois turbulente et réfléchie. Telle a été ma première impression. Mais à la regarder, mon jugement s'est troublé. Je l'ai vue bientôt plus folle encore que son amie, riant plus haut. « Est-ce que tu connais Neigeon ?» m'a demandé Félix. « Moi, pas du tout. Ma tante doit me présenter à lui. »« Oh, un être nul, le sot parfait, » a-t-il continué. « C'est la médiocrité politique dans tout son épanouissement. Un de ces bouches-trous si utiles sous le régime parlementaire. Comme il n'a pas 2 idées à lui, et que tous les chefs de cabinet peuvent l'employer, il est des combinaisons les plus contraires. »« Et sa femme ?» ai-je dit. « Sa femme, eh bien, tu la vois, elle est charmante. Si tu veux obtenir quelque chose de lui, fais la cour à sa femme. » Félix, d'ailleurs, affectait de ne vouloir rien ajouter. Mais en somme, il m'a laissé entendre que madame Neigeon avait fait la fortune de son mari et qu'elle continuait de veiller à la prospérité du ménage. Tout Paris lui donnait des amants. « Et la dame blonde ?» ai-je demandé brusquement. « La dame blonde, » a répondu Félix sans se troubler, « c'est madame Gauchereau. »« Elle est honnête, celle-là ?»« Ben, sans doute elle est honnête. » Il avait pris un air grave, qu'il n'a pu garder. Son sourire a reparu. J'ai même cru lire sur son visage un air de fatuité qui m'a fâchée. Les 2 femmes s'étaient sans doute aperçues que nous nous occupions d'elle, car elles forçaient leur rire. Je suis restée seule, une dame ayant emmené Félix. Et j'ai passé la soirée à les comparer l'une à l'autre, blessée et attirée, ne comprenant pas bien, éprouvant cette anxiété d'un homme qui a peur de commettre quelque sottise, en se risquant dans un monde qu'il ne connaît point encore. « Il est assommant, il ne vient pas, » m'a dit ma tante, lorsqu'elle m'a retrouvée dans le même coin de porte. « C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Enfin, il est minuit à peine, sa femme l'attend encore. » J'ai fait le tour par la salle à manger. Je suis allée me planter à l'autre porte du salon. De cette manière, je me trouvais derrière ces dames. Comme j'arrivais, j'ai entendu Berthe qui appelait son amie Louise. C'est un joli nom, Louise. Elle portait une robe montante, dont la ruche laissait voir seulement sous son lourd chignon la ligne blanche de son cou. Cette blancheur discrète m'a paru un instant beaucoup plus provocante que le dos entièrement nu de Berthe. Et puis je n'ai plus eu aucun avis, elles étaient adorables toutes les 2. Le choix me semblait impossible dans l'état de trouble où je me trouvais. Ma tante cependant me cherchait partout. Il était 1h. « Tu as donc changé de porte ?» m'a-t-elle dit. « Allons, il ne viendra pas. Ce Neigeon sauve la France tous les soirs. Je vais toujours te présenter à sa femme avant qu'elle parte. Et sois aimable, c'est important. » Sans attendre ma réponse, la comtesse m'avait planté devant madame Neigeon, en me nommant et en lui contant mes affaires d'une phrase. Je suis assez gauche, j'ai trouvé à peine quelques mots. Louise attendait avec son sourire. Puis lorsqu'elle a vu que je demeurais court, elle s'est inclinée simplement. Il m'a semblé que madame Gauchereau se moquait de moi. Toutes 2 s'étaient levées et se retiraient. Dans l'antichambre, où était installé le vestiaire, elles ont eu un accès de gaieté folle. Se laisser aller, ces allures garçonnières, cette grâce hardie n'étonnaient que moi. Les hommes s'écartaient, les saluaient au passage, avec un mélange d'extrême politesse et de camaraderie mondaine qui me stupéfiait. Félix m'avait offert une place dans sa voiture, mais je me suis échappée, je voulais être seule. Et je n'ai pas pris de fiacre, heureux de marcher à pied dans le silence et la solitude des rues. Je me sentais fiévreux comme à l'approche de quelque grande maladie. Était-ce donc une passion qui poussait en moi ?
Pareil aux voyageurs qui payent leur tribut au climat nouveau, j'allais être éprouvé par l'air de Paris. Chapitre 2. C'est cet après-midi que j'ai revu ces dames au salon de peinture qui ouvrait précisément aujourd'hui. Je confesse que je savais devoir les y rencontrer et que je serais fort en peine pour me prononcer sur la valeur des 3 ou 4 000 tableaux devant lesquels je me suis promené pendant 4 heures. Félix, hier, avait offert de me venir prendre vers midi. Nous devions déjeuner dans un restaurant des Champs-Élysées, puis nous rendre au salon. J'ai beaucoup réfléchi depuis la soirée de la comtesse, mais j'avoue que cela ne m'a pas amené une grande clarté dans mes idées. Quel étrange monde que ce monde parisien, si poli et si gâté à la fois. Je ne suis point un moraliste rigide, je n'en reste pas moins gêné à l'idée des choses énormes que j'ai entendues entre hommes dans les coins du salon de ma tante. À écouter les paroles crues, échangées à mi-voix, plus de la moitié des femmes qui étaient là se conduisaient comme des gueuses, et c'était sous l'urbanité des conversations et des manières une brutalité d'appréciation qui les déshabillait toutes, les mères, les filles, salissant les plus honnêtes autant que les plus compromises. Comment savoir la vérité au milieu de ces histoires risquées, de ces affirmations du premier venu, décidant de la vertu ou de l'impudeur d'une femme? J'avais d'abord pensé que ma tante, malgré ce que mon père en disait, recevait du bien vilain monde. Mais Félix prétendait qu'il en était ainsi dans presque tous les salons parisiens. Les maîtresses de maison sévères devaient elles-mêmes se montrer tolérantes sous peine de faire le vide chez elles. Mes premières révoltes s'étaient calmées. Je n'avais plus que le besoin sensuel de profiter moi aussi de cette facilité du plaisir, de ces jouissances offertes avec une grâce si troublante. Chaque matin, depuis 4 jours, je ne pouvais m'éveiller dans mon petit appartement de la rue Laffitte sans songer à Louise et à Berthe, comme je les nommais familièrement. Il se produisait un singulier phénomène en moi. Je finissais par les confondre. J'avais aujourd'hui la certitude que Félix était bien réellement l'amant de Berthe. Mais ça ne me blessait pas, au contraire. Je voyais là un encouragement, une certitude de me faire aimer. Je les associais donc toutes deux. Puisqu'elles avaient cédé à d'autres, pourquoi ne me céderaient-elles pas à moi? C'était là le continuel sujet de rêveries délicieuses à l'heure de mon lever. Je m'attardais dans mon lit, jouissant de la tiédeur des couvertures, me retournant 20 fois avec une paresse heureuse des membres, et j'évitais de rien préciser, car il m'était agréable de rester dans le vague d'un dénouement que j'arrangeais sans cesse à ma guise. Je pouvais ainsi raffiner sur les circonstances qui me livreraient un jour Berthe ou Louise, je ne voulais même pas savoir au juste laquelle. Enfin, je me levai, avec l'absolue conviction que je n'avais qu'à choisir pour être le maître de l'une ou de l'autre. Quand nous sommes entrés dans la première salle de l'exposition de peinture, j'ai été surpris de la foule énorme qui s'y étouffait. « Diable !» a murmuré Félix. « Nous venons un peu tard, il va falloir jouer des coudes. » C'était une foule très mêlée, des artistes, des bourgeois, des gens du monde. Au milieu des paletots mal brossés et de redingotes sombres, il y avait de claires toilettes, ces toilettes printanières si gaies à Paris, avec leurs soies tendres et leurs garnitures vives. Et j'étais surtout ravie par la tranquille assurance des femmes, coupant au plus épais des groupes, sans s'inquiéter de leur traîne, dont les flots de dentelle finissaient toujours par passer. Elles allaient ainsi d'un tableau à l'autre, du pas dont elles auraient traversé le salon. Il n'y a que les Parisiennes qui gardent une sérénité de déesse dans les cohues populaires, comme si les paroles entendues, les contacts subis, ne pouvaient monter jusqu'à elles et les salir. J'ai suivi un instant du regard une dame que Félix m'a dit être la duchesse d'A. Elle était accompagnée de ses 2 filles, âgées de 16 à 18 ans, et toutes 3 regardaient sans sourciller une Léda, tandis que derrière elle, un atelier de jeunes peintres s'égayait du tableau en termes très libres. Félix s'est engagé dans les salles de gauche, une enfilade de grandes pièces carrées où la foule était moins compacte. Un jour blanc tombait des plafonds vitrés. Une lumière crue que des vélums de toile tamisaient.
Mais la poussière soulevée par le piétinement du monde mettait comme une fumée légère au-dessus de la houle des têtes. Il fallait que les femmes fussent très jolies pour résister à cet éclairage, à ce ton uniforme que les tableaux aux quatre côtés des murs tachaient violemment. Là, c'était une bigarrure extraordinaire de couleurs, des rouges, des jaunes, des bleus qui détonnaient, toute une débauche d'arc-en-ciel dans l'or éclatant des cadres. Il commençait à faire très chaud. Des messieurs chauves, au crâne pâli, se promenaient en soufflant, leurs chapeaux à la main. Tous les visiteurs avaient le nez en l'air. On s'écrasait devant certaines toiles. Il se produisait des courants, des poussées, une débandade de troupeaux humains lâchés au travers d'un palais. Et sans relâche, on entendait le roulement continu des pieds sur les parquets, qui accompagnait la clameur sourde et prolongée de ce peuple grondant comme la mer. « Tiens, m'a dit Félix, voilà la grande machine dont on parle tant. » 5 rangs de personnes contemplaient la grande machine. Il y avait des femmes avec des binocles, des artistes qui causaient bas, méchamment, un grand monsieur sec en train de prendre des notes, mais je regardais à peine. Je venais d'apercevoir, dans une salle voisine, accoudées à la barre d'appui devant la simèse, 2 dames qui examinaient curieusement un petit tableau. Ça n'a été d'abord qu'un éclair. Sous les bas volets des chapeaux, j'avais vu d'épaisses tresses noires et tout un ébouriffement de cheveux blonds. Puis la vision s'en était allée, un flot de foule, des têtes moutonnantes avaient noyé les 2 dames. Mais j'aurais juré que c'était elles. Au bout de quelques pas, entre les têtes sans cesse en mouvement, j'ai retrouvé tantôt les cheveux blonds, tantôt les tresses noires. Je n'ai rien dit à Félix. Je me suis contenté de le conduire dans la salle voisine, en manœuvrant de façon à ce qu'il parût reconnaître ces dames le premier. Les avait-il vues comme moi? Je le croirais, car il m'a jeté un regard oblique, d'une fine ironie. « Oh, quelle heureuse rencontre !» s'est-il écrié en saluant. Ces dames se sont tournées et ont souri. J'attendais le coup de cette deuxième entrevue. Il a été décisif. Madame Naigeon m'a bouleversé d'un simple regard de ses yeux noirs, tandis qu'il m'a semblé retrouver une amie dans Madame Gauchereau. Cette fois, c'était le coup de foudre. Elle avait un petit chapeau jaune, couvert d'une branche de glycine, et sa robe était de soie mauve, garnie de satin paille, une toilette très voyante et très tendre à la fois. Mais je ne l'ai détaillée que plus tard, car à première vue, elle m'est apparue dans du soleil, comme si elle avait fait de la lumière autour d'elle. Cependant, Félix causait. « Ah, rien de fort, disait-il, je n'ai encore rien vu. »« Mon Dieu, a déclaré Berthe, c'est comme toutes ces années. » Puis, se tournant vers la simèse, « Regardez donc ce petit tableau que Louise a découvert. La robe est un réussi. Madame de Rochetaille en avait une exactement pareille au dernier bal de l'Élysée. »« Oui, a murmuré Louise, seulement les ruchets descendaient en carré sur le tablier. » Elles étudiaient de nouveau la petite toile qui représentait une dame dans un boudoir, debout devant une cheminée et lisant une lettre. La peinture m'a semblé très médiocre, mais je me suis senti plein de sympathie pour le peintre. « Où est-il donc ?» a demandé Berthe brusquement en cherchant autour d'elle. « Il nous perd tous les 10 pas. » Elle parlait de son mari. « Gauchereau est là-bas, » a tranquillement répondu Félix, qui voyait tout le monde. Il regarde ce grand Christ en sucre cloué sur une croix en pain d'épices. Et en effet, le mari, l'air paisible et désintéressé, faisait pour son compte le tour des salles, les mains derrière le dos. Quand il nous a aperçus, il est venu nous donner une poignée de main, et il nous a dit de son air gai « Avez-vous remarqué, il y a là-bas un Christ d'un sentiment religieux vraiment remarquable. » Ces dames s'étaient remises en marche. Nous les suivions avec Gauchereau. La présence du mari nous autorisait à les accompagner. On a parlé de monsieur Naigeon. Il allait sans doute venir s'il sortait assez tôt d'une commission où il devait faire connaître l'avis du gouvernement sur une question très importante. Gauchereau s'était emparé de moi et me comblait d'amitié. Cela me gênait, car je devais répondre. Félix avait souri en me poussant légèrement le coude, mais je n'avais pu comprendre.
et il profitait de ce que j'occupais le gros homme pour marcher en avant avec ces dames. Je saisissais des lambeaux de conversation. « Alors, vous allez ce soir aux variétés ?»« Oui, j'ai loué une baignoire. On dit cette pièce drôle. Je vous emmène, Louise. Oh, je le veux. » Et plus loin, « Voilà la saison finie. Cette ouverture du salon est la dernière solennité parisienne. Vous oubliez les courses. Tiens, j'ai envie d'aller aux courses de Maison Lafitte. On m'a dit que c'est très gentil. » Pendant ce temps, Gauchereau me parlait du Beauquet, une propriété superbe, disait-il, et dont mon père avait doublé la valeur. Je le sentais plein de flatterie, mais je ne l'écoutais guère, remué jusqu'au fond de mon être. Chaque fois qu'en s'arrêtant brusquement devant un tableau, Louise m'effleurait de sa longue traîne. Son cou blanc, sous ses cheveux noirs, était délicat comme celui d'une enfant. D'ailleurs, elle gardait son allure garçonnière, ce qui me fâchait un peu. On la saluait beaucoup, et elle riait, et elle occupait les gens par les éclats de sa gaieté et les courses vives de ses jupes. 2 ou 3 fois, elle s'était retournée pour me regarder fixement. Je marchais dans un rêve. Je ne saurais dire combien d'heures je l'ai suivie de la sorte, étourdie par les paroles de Gauchereau, aveuglée par les lieux de peinture qui se déroulaient à droite et à gauche. J'ai seulement conscience que, vers la fin, on mâchait de la poussière dans les salles et que je ressentais une horrible fatigue, tandis que les femmes tenaient bon, souriantes. À 6 heures, Félix m'a emmené dîner. Puis, au dessert, « Je te remercie », m'a-t-il dit tout d'un coup. « De quoi donc ?» ai-je demandé, très surpris. « Mais de ta délicatesse à ne pas faire la cour à Madame Gauchereau. »« Alors, tu préfères les brunes ?» Je n'ai pu m'empêcher de rougir. Il s'est hâté d'ajouter « Je ne veux pas de tes confidences. Au contraire, tu as dû remarquer que je m'abstenais d'intervenir. J'estime qu'il faut faire seul son apprentissage de la vie. » Il ne riait plus, il était sérieux et amical. « Alors, tu crois qu'elle pourra m'aimer ?» ai-je dit, sans oser nommer Louise. « Moi, » a-t-il répondu, « je n'en sais rien du tout. Fais ce qu'il te plaira. Tu verras bien de quelle manière tourneront les choses. » J'ai regardé cela comme un encouragement. Félix avait repris son ton ironique, et légèrement, en manière de plaisanterie, il prétendait que Gauchereau aurait voulu me voir tomber amoureux de sa femme. « Oh, tu ne connais pas le bonhomme, tu n'as pas compris pourquoi il se jetait si fort à ton cou. L'influence de son oncle baisse dans ton arrondissement. Et s'il était obligé de se représenter devant ses électeurs, il serait bien à l'aise de pouvoir compter sur ton père. Dame, j'avais peur, tu comprends, du moment où tu peux lui être utile, tandis que moi, aujourd'hui, il m'a usé. »« Mais c'est abominable !» me suis-je écrié. « Pourquoi donc abominable ?» a-t-il repris d'un air si tranquille que je n'ai pu savoir s'il se moquait. « Quand une femme doit avoir des amis, autant que ses amis soient utiles au ménage. » En sortant de table, Félix a parlé d'aller aux variétés. J'avais vu la pièce l'avant-veille, mais j'ai menti, j'ai témoigné un vif désir de la connaître. Et quelle charmante soirée! Ces dames étaient justement dans une baignoire voisine de nos fauteuils. En tournant la tête, je pouvais suivre sur le visage de Louise le plaisir qu'elle prenait aux plaisanteries des acteurs. J'avais trouvé ces plaisanteries ineptes 2 jours auparavant. Mais elles ne me blessaient plus, j'y goûtais au contraire une jouissance, parce qu'elles me semblaient mettre une sorte de complicité galante entre Louise et moi. La pièce était leste, et elle riait surtout des mots risqués. Il suffisait qu'elle fût dans une baignoire, cela devenait une débauche permise. Quand nos yeux se rencontraient au milieu d'un éclat de rire, elle ne baissait pas la tête. Rien ne m'a paru d'une perversion plus raffinée. Je me disais que 3 heures passées ainsi, dans cette communauté de gaillardises, devaient fort avancer mes affaires. D'ailleurs, toute la salle s'amusait. Beaucoup de femmes au balcon ne jouaient même pas de l'éventail. Pendant un entr'acte, nous sommes allés saluer ces dames. Gauchereau venait de sortir. Nous avons pu nous asseoir. La baignoire était sombre, je sentais Louise près de moi, ses jupes ont débordé à un mouvement qu'elle a fait et m'ont couvert les genoux. J'ai emporté la sensation de ce frôlement, comme un premier aveu muet qui nous liait l'un à l'autre. Chapitre 3. 10 jours se sont écoulés. Félix a disparu. Je ne trouve aucun prétexte qui puisse me rapprocher de Madame Naigeon. J'en suis réduit pour m'occuper d'elle à acheter 5 ou 6 grands journaux où je lis le nom de son mari. Il est intervenu à la Chambre dans un grave débat et a prononcé un discours dont on s'occupe beaucoup.
Ce discours, à une autre époque, m'aurait paru assommant. Il m'intéresse aujourd'hui. Je vois les tresses noires et le cou blanc de Louise derrière les phrases filandreuses. J'ai même eu, avec un monsieur que je connais à peine, une discussion violente au sujet de monsieur Neigeon, dont je défends l'incapacité. Les attaques méchantes des journaux me mettent hors de moi. Sans doute cet homme est imbécile, mais cela prouve d'autant plus l'intelligence de sa femme, si elle est, comme on le raconte, la bonne fée de sa fortune. Pendant ces 10 jours d'impatience et de courses vaines, je suis allé 5 ou 6 fois chez ma tante, espérant toujours une heureuse chance, quelque rencontre imprévue. D'ailleurs, lors de ma dernière visite, j'ai mécontenté la comtesse si vivement que je n'oserais y retourner de sitôt. Elle s'était mis en tête de m'obtenir une situation dans la diplomatie par le crédit de monsieur Neigeon, et sa stupeur a été grande lorsque j'ai refusé en alléguant mes opinions politiques. Le pis était que j'avais accepté, dans le premier moment, lorsque je n'aimais pas Louise, et qu'il ne me répugnait pas encore de devoir un bienfait au mari. Aussi ma tante, qui n'a pu comprendre mon accès de délicatesse, s'est-elle étonnée de ce qu'elle a appelé un caprice d'enfant. Est-ce que des légitimistes aussi scrupuleux que moi ne représentent pas la République à l'étranger? Au contraire, la diplomatie est le refuge des légitimistes. Ils emplissent les ambassades, ils rendent à la bonne cause un service utile en retenant les hautes situations que les républicains envient. J'étais fort embarrassée pour répondre par de bonnes raisons. Je me suis retranchée dans un rigorisme ridicule, et ma tante a fini par me traiter de fou, d'autant plus furieuse qu'elle avait déjà parlé de l'affaire à monsieur Neigeon. N'importe, Louise ne croira pas que je lui fais la cour pour obtenir un poste de ministère. On rirait de moi si je racontais par quels étranges sentiments j'ai passé depuis 8 jours. D'abord, j'ai été persuadée que Louise s'était aperçue du trouble profond où m'avait jeté le frôlement de sa jupe sur mon genou, et j'en concluais que je ne lui déplaisais pas, puisqu'elle ne s'était pas reculée tout de suite. Je trouvais là comme une avance sensuelle qui allait plus loin que la coquetterie permise. Ce sont ici des notes sincères, une sorte de confession où je ne cache rien. Beaucoup d'hommes, s'ils disaient tout, avoueraient que les milieux changent mais que la femme reste la même. En amour, la femme se donne ou permet qu'on la prenne. Je parle des femmes mariées, des mondaines ayant des convenances à garder. Les hommes qui les désirent sentent vite si elles s'offrent sous la bonne tenue de l'éducation et le raffinement du luxe. Tout ceci pour dire que, dans mon égoïsme d'amant, je trouvais naturelle une liaison possible de Louise avec moi. Ce bout de jupe sur mes genoux était simplement d'une franchise et d'une crânerie charmante. Seulement quelques heures plus tard, je me prenais à douter. Je faisais les raisonnements contraires. Une fille seule pouvait souffrir ainsi, j'étais un sot de croire qu'une femme se jetait à ma tête, même étourdiment. Madame Neigeon ne pensait pas à moi. Elle avait peut-être des amants, mais ses liaisons étaient à coup sûr plus calculées, plus compliquées. Il devait y avoir loin entre la femme que j'avais rêvée, la femme tout d'instinct, allant à son plaisir, et la femme adroite, la parisienne pleine de dessous, qu'elle était sans doute. Alors elle m'a échappé tout à fait. Je ne la voyais plus. Je ne savais même plus s'il était bien vrai que je fusse resté 5 minutes dans l'ombre d'une loge à la sentir vivre contre moi. Et j'ai été très malheureux, au point qu'un instant j'ai songé à retourner m'enfermer au Beauquet. Avant-hier, il m'a enfin poussé une idée qui m'étonne de ne pas avoir eu tout de suite. C'était d'aller assister à une séance de la Chambre. Peut-être monsieur Neigeon parlerait-il, peut-être sa femme serait-elle là. Mais il était dit que je ne verrais point encore ce diable d'homme. Il devait prendre la parole et il n'a même pas paru. On racontait qu'il s'était trouvé retenu dans je ne sais quelle commission du Sénat. En revanche, comme je m'asseyais, au fond d'une tribune, j'ai éprouvé une émotion, en apercevant madame Gauchereau au premier rang de la tribune d'en face. Elle m'a vue. Elle m'a regardé en souriant. Hélas, Louise n'était pas avec elle. Ma joie est tombée. À la sortie, je me suis arrangée pour rencontrer madame Gauchereau dans un couloir. Elle s'est montrée familière. Félix, certainement, lui a parlé de moi. « Est-ce que vous vous êtes absenté de Paris ?» m'a-t-elle demandé. Je suis restée muet, révoltée par cette question, moi qui battais si furieusement la ville. « C'est qu'on ne vous rencontre nulle part. »
La dernière réception au ministère était superbe et il y a une exposition hippique merveilleuse. » Puis, devant mon air désespéré, elle s'est mise à rire. « Allons, à demain, a-t-elle repris en s'éloignant. On vous verra là-bas, n'est-ce pas ?» J'ai répondu oui, stupide, n'osant risquer une question, de peur de l'entendre rire de nouveau. Elle s'est retournée, elle me regardait d'un air malicieux. « Venez !» a-t-elle murmuré encore du ton discret d'une amie qui m'aurait réservé quelque surprise heureuse. Il m'a pris une folle envie de courir derrière elle pour l'interroger, mais elle avait déjà tourné dans un autre couloir. Je me suis emporté contre mon sot amour-propre qui m'empêchait d'avouer mon ignorance. Certes, j'étais prêt à aller là-bas, mais où était-ce là-bas? Le vague de ce rendez-vous me mettait l'esprit à la torture, et j'éprouvais en outre une honte à ne pas savoir ce que le monde savait. Le soir, j'ai couru chez Félix, en me proposant d'obtenir de lui, d'une façon habile, le renseignement dont j'avais besoin. Félix était absent. Alors désolé, je me suis plongé dans la lecture des journaux, choisissant les plus mondains et les plus répandus, tâchant de deviner au milieu des informations publiées pour le lendemain quel était le lieu où le bon ton voulait qu'on se donnât rendez-vous. Mes perplexités ont grandi. Il y avait toutes sortes de solennités. Une exposition de maîtres anciens, une vente de charité dans un grand cercle, une messe en musique à Sainte-Clotilde, une répétition générale, 2 concerts et une prise de voile, sans compter des courses un peu partout. Comment un débarqué de la vieille, un provincial, qui avait conscience de ses gaucheries, pouvait-il se débrouiller parmi une pareille confusion? Je comprenais bien que le ton suprême était de se rendre à un de ces endroits, mais auquel, grand Dieu? Enfin, au risque de me morfondre toute une journée et de me dévorer d'impatience, si je me trompais, j'ai osé choisir. Je croyais me souvenir avoir entendu ces dames parler des courses de Maison Lafitte, et une inspiration m'a poussé. J'ai résolu d'aller aux courses de Maison Lafitte. Cette décision prise, je me suis senti plus calme. Quel coin de terre ravissant, cette banlieue de Paris! Je ne connaissais pas Maison Lafitte, qui m'a enchantée avec ses maisons si gaies, bâties sur un coteau que borde la Seine. On est dans les premiers jours de mai. Les pommiers tout blancs font de grands bouquets au milieu de la verdure tendre des peupliers et des ormes. Cependant, je me suis trouvée d'abord bien dépaysée, perdue entre des murs et des haies vives, ne voulant demander mon chemin à personne. J'avais eu la joie de voir beaucoup de monde prendre le même train, mais ces dames n'étaient pas là, et à mesure que je guettais les passants dans Maison Lafitte, mon cœur se serrait. Je finissais par me perdre hors des habitations, le long de la Seine, lorsqu'une grosse émotion m'a arrêtée net, près d'une touffe de ronces. À 50 pas, venant à moi, un groupe de personnes s'avançait lentement, et je reconnaissais Louise et Berthe. Gauchereau et Félix, toujours inséparables, suivaient à quelques pas. Ainsi j'avais deviné. Cela m'a rempli d'orgueil. Mais mon trouble était si grand que j'ai commis un véritable enfantillage. Je me suis caché derrière la touffe de ronces, pris de je ne sais quelle honte, craignant de paraître ridicule. Lorsque Louise a passé, le bord de sa robe a frôlé le buisson, tout de suite j'avais compris la sottise de mon premier mouvement. Aussi me suis-je hâté de couper à travers champs, et comme les promeneurs arrivaient à un coude de la route, j'ai débouché de l'air le plus naturel possible en homme qui se croit seul et qui s'abandonne à la rêverie du grand air. « Tiens, c'est vous !» a crié Gauchereau. J'ai salué en affectant une vive surprise. On s'est exclamé, on a échangé des poignées de main, mais Félix criait de son air singulier, tandis que Berthe m'adressait un clignement d'yeux qui a établi une complicité entre nous. On s'était remis en marche, je me suis trouvée quelques secondes en arrière avec elle. « Alors vous êtes venue » m'a-t-elle dit gaiement à mi-voix. Et sans me laisser le temps de répondre, elle m'a plaisanté, en ajoutant que j'étais bien heureux d'être encore si enfant. Je sentais une alliée. Il me semblait qu'elle aurait goûté une joie personnelle à mettre son amie dans mes bras. Puis Félix s'étant retourné pour demander « De quoi riez-vous donc ?» « C'est monsieur de Vaugelade qui me raconte son voyage avec toute une famille d'Anglais, a-t-elle répondu tranquillement.
Gauchereau avait repris le bras de Félix et l'entraînait comme pour ne pas gêner mon tête-à-tête avec sa femme. Je suis restée seule entre Louise et Berthe. J'ai passé là une heure exquise sur cette route ombreuse qui suivait la Seine. Louise avait une robe de soie claire, et son ombrelle à double rose baignait son visage d'une lumière fine et chaude, sans une ombre. La campagne la rendait plus libre encore, parlant haut, me regardant en face, répondant à Berthe qui la lançait dans des conversations hardies, avec une insistance dont j'ai été frappée plus tard. « Donnez donc le bras à Madame Neigeon », a fini par me dire cette dernière. « Vous n'êtes pas galant, vous voyez bien qu'elle est fatiguée. » J'ai offert mon bras à Louise, qui s'y est appuyée tout de suite. Berthe avait rejoint son mari et Félix. Nous restions seuls, à plus de 40 pas de distance. La route montait le coteau, et nous avons marché très lentement. En bas, la Seine coulait, entre des prairies étalées comme des tapis de velours vert. Il y avait là une île mince et longue que coupaient les deux ponts, où des trains passaient avec un roulement lointain de foudre. Puis de l'autre côté de l'eau, une plaine immense. Des cultures s'étendaient jusqu'au mont Valérien, dont on apercevait au bord du ciel les constructions grises dans un poudroiement de soleil. Et surtout, ce qui m'attendrissait aux larmes, c'était l'odeur de printemps répandue autour de nous, montant des herbes aux deux bords de la route. « Retournez-vous bientôt au Beauquet ?» m'a demandé Louise. J'ai eu la sottise de répondre non, ne prévoyant pas qu'elle allait ajouter « Oh, c'est fâcheux, nous partons la semaine prochaine pour les Mureaux, cette propriété que mon mari possède à 2 lieues de chez vous, je crois. Et il comptait vous inviter à nous venir voir. » J'ai balbutié, j'ai dit que mon père me rappellerait peut-être plus vite que je ne pensais. Il m'avait semblé sentir son bras s'appuyer davantage sur le mien. Était-ce donc un rendez-vous qu'elle me donnait ? Dans l'idée galante que je me faisais de cette Parisienne, si libre et si raffinée, j'ai bâti tout de suite un roman, une liaison offerte à la campagne, un mois d'amour sous de grands arbres. Ouais, c'était cela. Elle me trouvait sans doute des grâces de gentilhomme campagnard, elle voulait m'aimer là-bas, dans mon cadre. « J'ai à vous gronder », m'a-t-elle repris tout d'un coup, en prenant un air tendre et maternel. « Comment cela ?» ai-je murmuré. « Oui, votre tante m'a parlé de vous, et paraît que vous voulez rien accepter de notre main. C'est très blessant, cela. Pourquoi refusez-vous ? Dites. » J'ai rougi une seconde fois. J'étais sur le point de risquer ma déclaration, de crier « Je refuse parce que je vous aime !» Mais elle a eu un geste, comme si elle comprenait et qu'elle voulut me faire taire. Et puis elle a ajouté en riant « Si vous êtes fier, si vous tenez à rendre service pour service, nous acceptons bien volontiers votre protection là-bas. Vous savez, il y a un conseiller général à nommer. Mon mari se porte, mais il craint d'être battu, ce qui serait très désagréable dans sa situation. Voulez-vous nous aider ?» On ne pouvait être plus charmante. Cette histoire d'élection m'a paru un prétexte de femme spirituelle pour nous retrouver au champ. « Mais sans doute je vous aiderai, » ai-je répondu avec gaieté. « Et si vous faites nommer mon mari, il est entendu que mon mari vous donne à son tour un coup d'épaule. »« Marché conclu. »« Oui, marché conclu. » Et elle m'a tendu sa petite main, et j'ai tapé dedans. Nous plaisiontions tous les deux. Cela me semblait ravissant en vérité. Les arbres avaient cessé, le soleil tombait d'aplomb en haut de la côte, et nous marchions dans une grande chaleur, muets tous les deux. Mais cet imbécile de Gauchereau est venu troubler ce silence frissonnant sous le ciel de flammes. Il nous avait entendu parler du conseil général, il ne m'a plus lâché, me contant l'histoire de son oncle, manœuvrant pour se faire présenter à mon père. Enfin, nous sommes arrivés au champ de courses. Ils ont trouvé les courses superbes. Moi, tout le temps, debout derrière Louise, j'ai regardé son cou délicat. Et quel adorable retour, par une brusque ondée. Le vert de la campagne sous la pluie s'était attendri encore. Les feuilles et la terre sentaient bon, d'une odeur d'amour. Louise avait fermé les yeux à demi, lasse et comme envahie par les voluptés du printemps. « Rappelez-vous notre marché ?» m'a-t-elle dit à la gare, en montant dans sa voiture qui l'attendait. « Au Mureaux, dans 15 jours, n'est-ce pas ?» J'ai serré la main qu'elle me tendait. Je crains même d'avoir été un peu brutale, car pour la première fois, je l'ai vue grave, avec 2 plis de mécontentement aux lèvres. Mais Berthe semblait toujours m'encourager à oser davantage, et Félix gardait son rire énigmatique,
tandis que Gauchereau me tapait sur l'épaule en criant « Au Mureau, dans 15 jours, monsieur de Vaugelade, nous y serons tous !» Le diable l'emporte. Chapitre 4. Je reviens des Mureaux, et mon esprit est si plein de pensées contradictoires que moi-même j'ai le besoin de me raconter la journée que je viens de passer près de Louise pour tâcher de me faire une opinion nette. Bien que les Mureaux ne soient qu'à 2 lieues du Beauquet, je connaissais peu ce coin de notre pays. Nos chasses sont du côté de Gomerville, et comme on fait un assez long détour pour traverser la petite rivière du Béage, je n'étais pas allé par là 10 fois dans ma vie. Le coteau est pourtant délicieux, avec sa route qui monte bordée de grands noyers. Puis sur le plateau on redescend, et les Mureaux se trouvent à l'entrée d'un vallon dont les pentes se resserrent bientôt en une gorge étroite. L'habitation, une maison carrée du XVIIe siècle, n'a pas grande importance, mais le parc est magnifique, avec ses larges pelouses et le bout de forêt qui le termine si inextricable que les allées elles-mêmes ont été envahies par les branches. Quand je suis arrivé à cheval, 2 grands chiens m'ont accueilli par des aboiements et des bonds prolongés. Au bout de l'avenue, j'avais aperçu une tache blanche. C'était Louise en robe claire, en chapeau de paille. Elle n'est pas descendue à ma rencontre, elle est restée immobile et souriante sur le vaste perron qui monte au vestibule. Il était au plus 9 heures. « Ah, que vous êtes charmant !» m'a-t-elle crié. « Vous êtes matinal au moins, vous. Comme vous voyez, je suis encore la seule levée au château. » Je l'ai complimentée de ce beau courage de Parisienne, mais elle a ajouté en riant « Il est vrai que je ne suis ici que depuis 5 jours. Je me lèverai avec les poules les premiers matins. Seulement dès la seconde semaine, je reprends petit à petit mes habitudes de paresseuse, et je finis par descendre à 10 heures, comme à Paris. Enfin, ce matin, je suis encore une campagnarde. » Jamais je ne l'avais vue si ravissante. Dans sa hâte à quitter sa chambre, elle avait noué négligemment ses cheveux, elle s'était enveloppée dans le premier peignoir venu, et toute fraîche, les yeux humides de sommeil, elle redevenait enfant. De petites mèches s'envolaient sur son cou, j'apercevais ses bras nus jusqu'au coude lorsque ses larges manches s'entr'ouvraient. « Vous ne savez pas où j'allais ?» a-t-elle repris. « Eh bien, j'allais voir sur ce berceau là-bas un rideau de volubilis qui, paraît-il, est merveilleux quand le soleil n'a pas encore fermé les fleurs. C'est le jardinier qui m'a dit ça. Et comme j'ai manqué mes volubilis hier, je ne veux pas les rater aujourd'hui. Vous m'accompagnez, n'est-ce pas ?» J'avais grande envie de lui offrir mon bras, mais j'ai compris que ce serait ridicule. Elle courait comme une pensionnaire échappée. Arrivée au berceau, elle a eu un cri d'admiration. Toute une draperie de volubilis pendait de haut, une pluie de clochettes emperlées de rosée et dont les teintes délicates allaient du rose vif au violet et au bleu pâle. On aurait dit une de ces fantaisies des albums japonais, d'une grâce et d'une étrangeté exquise. « Voilà la récompense quand on se lève matin », disait Louise gaiement. Et puis elle s'est assise sous le berceau, et je me suis permis de me mettre près d'elle, en voyant qu'elle reculait sa jupe pour me faire une petite place. J'étais très émue parce qu'il me venait la pensée de brusquer les choses, en la prenant à la taille, en la baisant sur le cou. Je sentais bien que c'était là une brutalité de sous-lieutenant forçant la vertu d'une chambrière, mais je ne trouvais rien d'autre, et cette idée m'obsédait, tournée à une sorte de besoin physique. Je ne sais si Louise a compris ce qui se passait en moi. Elle ne s'est pas levée, seulement elle a pris un air grave. « D'abord, causons de nos affaires, voulez-vous » m'a-t-elle dit. Mes oreilles bourdonnaient, je me suis efforcée de l'écouter. Il faisait sombre et un peu froid sous le berceau. Le soleil trouait le feuillage des volubilis de minces fusées d'or, et sur le peignoir blanc de Louise, c'était comme des mouches d'or, des insectes d'or qui se posaient. « Où en sommes-nous » m'a-t-elle demandé d'un air complice. Alors je lui ai raconté l'étrange revirement que je venais de remarquer chez mon père. Lui qui, pendant 10 ans, s'était emporté contre le nouvel état de choses, en me défendant de ne jamais servir la République, m'avait laissé entendre dès le soir de mon arrivée qu'un garçon de mon âge se devait à son pays. Je soupçonnais ma tante de cette conversion. On devait avoir lâché des femmes sur lui. Louise souriait en m'écoutant. Elle finit par dire « J'ai rencontré monsieur de Vaugelade il y a 3 jours, dans un château voisin où je me trouvais en visite. Nous avons causé. » Et puis, elle a ajouté vivement «
Vous savez que cette élection au Conseil général a lieu dimanche. Vous allez vous mettre en campagne tout de suite. Avec votre père, le succès de mon mari est certain. »« Monsieur Naigeon est ici ?» ai-je demandé après une hésitation. « Oui, il est arrivé hier soir. Mais vous ne le verrez pas ce matin, car il est reparti du côté de Gomerville pour déjeuner chez un propriétaire de ses amis qui a une grande influence. » Elle s'était levée. Je suis resté assis un instant encore, regrettant décidément de ne pas lui avoir baisé le cou. Jamais je ne retrouverai un petit coin si noir à cette heure matinale, lorsqu'elle était au saut du lit, à peine habillée. Maintenant, il était trop tard. Et j'ai si bien senti que j'allais la faire rire en tombant à ses pieds, sur la terre humide, que j'ai remis ma déclaration à un moment plus favorable. D'ailleurs, au bout de l'allée, je venais d'apercevoir la silhouette épaisse de Gauchereau. Et nous voyant sortir du bosquet, Louise et moi, il a eu un petit ricanement. Et puis, il s'est extasié sur notre courage à nous lever si matin. Lui descendait à peine. « Et Berthe ?» a demandé Louise. « A-t-elle passé une bonne nuit ?»« Ma foi, je n'en sais rien, » a-t-il répondu. « Je ne l'ai pas encore vue. » Et, s'apercevant de mon étonnement, il a expliqué que sa femme avait la migraine pour la journée et lorsqu'on entrait chez elle le matin. Ils avaient 2 chambres. Cela était plus commode à la campagne surtout. Il a conclu tranquillement en disant sans rire « Ma femme adore coucher seule ». Nous traversions alors la terrasse qui domine le parc et je n'ai pu m'empêcher de penser aux histoires gaillardes qu'on raconte sur la vie de château. Il me plaisait de rêver un coin d'élégante débauche, des amants marchant pieds nus et sans chandelle le long des corridors, allant rejoindre des dames dans des chambres discrètes dont les portes restaient entrebâillées. C'étaient là des régals de parisiennes perverses promptes à profiter des libertés de la campagne qui donnaient un regain de vivacité à leur liaison près de se rompre. Et tout d'un coup j'ai eu la conviction que mon rêve était une réalité, en voyant sortir du vestibule Berthe et mon ami Félix, l'un et l'autre nonchalants, comme brisés, malgré la grasse nuit qu'ils venaient de subir. « Vous n'êtes pas souffrante ?» a demandé obligeamment Louise à son amie. « Non, merci. Seulement, vous savez, le changement, ça vous rend toute nerveuse. Et puis, au petit jour, il y a les oiseaux qui ont fait un bruit. » J'avais serré la main de Félix. Et je ne sais pourquoi, au sourire que les 2 femmes ont échangé, tandis que Gauchereau s'y flottait, le dos arrondi et complaisant, il m'est venu la pensée que Louise n'ignorait rien de ce qui se passait chez elle. Elle devait entendre la nuit des pas d'hommes le long des corridors, ses portes ouvertes ou refermées avec des lenteurs sages, ses souffles d'amour sortant des alcôves noires et courant dans les murs. Ah, pourquoi ne lui avais-je pas baisé le cou sous le berceau ? Puisqu'elle tolérait ces choses, elle ne se serait pas fâchée. Je calculais déjà par quelle ouverture de la maison je pourrais entrer lorsque je viendrais la nuit pour monter chez elle. Il y avait une fenêtre basse à gauche du vestibule qui me semblait excellente. On déjeunait à 11h. Après le déjeuner, Gauchereau a disparu pour faire la sieste. Il s'était ouvert à moi en me confiant qu'il craignait de ne pas être réélu aux futures élections et en ajoutant qu'il comptait résider 3 semaines dans l'arrondissement afin d'y gagner des sympathies. Aussi, après être descendu chez son oncle, avait-il voulu passer quelques jours au Mureau, désireux de montrer à tout le pays qu'il était au mieux avec les Naigeons. Cela, pensait-il, devait lui faire gagner des voix. J'ai compris qu'il éprouvait la grande envie d'être également invité chez mon père. Le malheur était que je paraissais ne pas aimer les blondes. J'ai passé, en compagnie de ces dames et de Félix, une après-midi très gaie. Cette vie de château, ces grâces parisiennes qui s'ébattent au grand air, dans les premiers soleils de l'été, sont vraiment charmantes. C'est le salon élargi et continué sur les pelouses. Non plus le salon d'hiver où l'on est parqué un peu à l'étroit, où les femmes décolletées jouent de l'éventail au milieu des habits noirs, debout le long des murs. Mais un salon en vacances, les femmes vêtues de clair, courant librement dans les allées, les hommes en veston, osant se montrer bons enfants, un abandon de l'étiquette mondaine, une familiarité qui exclut l'ennui des conversations toutes faites. Je dois confesser cependant que les allures de ces dames continuaient à me surprendre, moi grandi en province parmi les dévotes. Louise, après le déjeuner, comme nous prenions le café sur la terrasse, s'est permis une cigarette. Berthe lâchait des mots d'argot, naturellement. Plus tard, toutes 2 ont disparu,
avec un grand bruit de jupe, riant au loin, s'appelant, pleine d'une étourderie qui me troublait. C'est sot à avouer, mais ces façons nouvelles pour moi me faisaient espérer de la part de Louise un rendez-vous pour une nuit très prochaine. Félix fumait des cigarettes paisiblement. Je le surprenais parfois à me regarder de son air railleur. À 4h30, j'ai parlé de m'en aller. Louise s'est récriée aussitôt. « Non, non, ne partez pas. Je vous garde à dîner. Mon mari va rentrer sûrement. Vous le verrez enfin. Il faut pourtant que je vous présente à lui. » Je lui ai expliqué que mon père m'attendait. Il y avait au Beauquet un dîner auquel je me trouvais forcée d'assister. J'ai ajouté en riant « C'est un dîner électoral, je vais travailler pour vous. »« Oh, alors » a-t-elle dit, « partez vite. Vous savez, si vous réussissez, venez chercher votre récompense. » Il m'a semblé qu'elle rougissait en disant cela. Voulait-elle seulement parler du poste diplomatique que mon père me presse d'accepter? J'ai cru pouvoir prêter un sens plus tendre à ses paroles. J'ai pris sans doute un air si insupportablement fat que je l'ai vu une seconde fois devenir grave, avec ce pli des lèvres qui lui donne une expression de mécontentement hautain. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce brusque changement de physionomie. Comme je partais, une légère voiture s'est arrêtée devant le perron. Je croyais déjà au retour du mari, mais il n'y avait dans la voiture que 2 enfants, une petite fille de 5 ans environ et un petit garçon de 4, accompagné par une femme de chambre. Ils tendaient les bras, ils riaient, et dès qu'ils ont pu sauter à terre, ils ont couru se jeter dans les jupes de Louise. Elle les baisait sur les cheveux. « À qui sont ces beaux enfants ?» ai-je demandé. « Mais ils sont à moi » a-t-elle répondu d'un air de surprise. « À elle !» Je ne saurais exprimer le coup que cette simple parole m'a porté. Il m'a semblé que, brusquement, elle m'échappait, que ces petits êtres-là creusaient de leurs mains faibles un fossé infranchissable entre elle et moi. Comment? Elle avait des enfants et je n'en savais rien. Je n'ai pu retenir ce cri brutal. « Vous avez des enfants ?» « Sans doute, a-t-elle dit tranquillement. Ils sont allés voir leur marraine ce matin, à 2 lieues d'ici. Permettez-moi de vous les présenter. Monsieur Lucien, mademoiselle Marguerite. » Les petits me souriaient. Je devais avoir l'air stupide. Non, je ne pouvais m'habituer à l'idée qu'elle était mère. Cela dérangeait toutes mes idées. Je suis partie, la tête bourdonnante, et à 7h encore je ne sais que penser. Je vois Louise sous le berceau de Volubilis, et je la vois baisant les cheveux de Lucien et de Marguerite. Décidément, ces Parisiennes sont trop compliquées pour un provincial de mon espèce. Il faut que je dorme. Je tâcherai de comprendre demain. Chapitre 5. Ceci est le dénouement de l'aventure. Oh, quelle leçon! Mais tâchons de compter les choses froidement. Dimanche, M. Naigeon a été nommé conseiller général. Après le dépouillement du scrutin, il est devenu évident que sans notre appui, le candidat échouait. Mon père, qui, lui, a vu M. Naigeon, m'a laissé entendre qu'un homme, si absolument médiocre, n'était pas à craindre. D'ailleurs, il s'agissait de battre le candidat radical. Le soir, après le dîner, le vieil homme s'est réveillé chez mon père et il s'est contenté de me dire « Tout cela n'est pas bien propre, mais ils m'ont tous répété que je travaillais pour toi. Enfin, fais ce que tu dois faire. Moi, je n'ai qu'à m'en aller, car je ne comprends plus. » Le lundi et le mardi, j'ai hésité à me rendre au Mureau. Il me semblait qu'il y avait quelque brutalité à aller si vite chercher des remerciements. D'ailleurs, les enfants ne me gênaient plus. Je m'étais raisonnée, en me prouvant que Louise était aussi peu mère que possible. Ne disait-on pas dans ma province que les Parisiennes ne sacrifiaient jamais un plaisir à leurs enfants et qu'elles abandonnaient ceux-ci aux domestiques pour être libres? Hier, mercredi, tous mes scrupules ont donc disparu. L'impatience me dévorait. Je suis partie en guerre dès 8h. Mon projet était d'arriver au Mureau, comme la première fois, le matin, et de trouver Louise seule à son lever. Mais quand je suis descendue de cheval, un domestique m'a dit que madame n'était pas encore sortie de sa chambre, sans m'offrir d'ailleurs d'aller la prévenir. J'ai répondu que j'attendrais. Et j'ai attendu, en effet, 2 grandes heures. Je ne sais plus combien de fois j'ai fait le tour du parterre. De temps à autre, je levais les yeux vers les fenêtres du premier étage, mais les persiennes en restaient hermétiquement closes. Lasse et énervée de cette promenade prolongée, j'ai fini par aller m'asseoir sous le berceau de Volubilis.
Ce matin-là, le temps était couvert, le soleil ne glissait pas en poussière d'or entre les feuilles. Il faisait presque nuit dans ces verdures. Je réfléchissais, je me disais que je devais jouer le tout pour le tout. La conviction était que si j'hésitais de nouveau, Louise ne serait jamais à moi. Je m'encourageais, j'évoquais ce qui me l'avait fait juger complaisant et facile. Mon plan était simple, et je le mûrissais. Dès que je me retrouverais seule avec elle, je lui prendrais les mains, j'affecterais d'être troublée afin de ne pas trop l'effaroucher d'abord, puis je lui baiserais le cou. Et le reste allait tout seul. Pour la 10e fois, je perfectionnais mon plan, lorsque tout d'un coup, Louise apparut. « Où vous cachez-vous donc ?» disait-elle gaiement en me cherchant dans l'obscurité. « Ah, vous êtes là. Il y a 10 minutes que je cours après vous. Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. » Je lui ai répondu, la gorge un peu serrée, que l'attente n'avait rien d'ennuyeux lorsqu'on songeait à elle. « Je vous avais averti, » a-t-elle repris sans paraître s'arrêter à cette fadeur. « Je ne suis campagnarde que la première semaine. Maintenant me voilà redevenue parisienne. Je ne puis plus quitter mon lit. » Elle était restée à l'entrée du berceau, comme si elle n'eût pas voulu se risquer dans le noir des feuilles. « Eh bien, vous ne venez pas ?» a-t-elle fini par me demander. « Nous avons à causer. » « Ben, on est très bien là, » ai-je dit, la voix frémissante. « Nous pouvons causer sur ce banc. » Elle a eu encore une hésitation d'une seconde, puis bravement. « Comme vous voudrez, c'est qu'il fait si noir. Il est vrai que les paroles n'ont pas de couleur. » Et elle s'est assise près de moi. Je me sentais défaillir. L'heure était donc arrivée. Encore une minute, et je lui prenais les mains. Cependant, toujours très à l'aise, elle continuait à parler de sa voix claire qu'aucune émotion n'altérait. « Je ne vous remercierai pas en phrases toutes faites. Vous nous avez donné là un bon coup d'épaule, sans lequel nous restions sur le carreau. » J'étais hors d'état de l'interrompre. Je tremblais, je m'exhortais à l'audace. « D'ailleurs, entre nous, les mots sont inutiles, » avait-elle repris. « Vous savez, nous avons conclu un marché. » Elle riait en disant cela. Ce rire m'a décidé brusquement. Je lui ai saisi les mains, et elle ne les a pas retirées. Je les sentais toutes petites et toutes tièdes dans les miennes. Elle les abandonnait amicalement, familièrement, tandis qu'elle répétait « Oh, n'est-ce pas, c'est à moi de m'exécuter maintenant. » Alors j'ai osé la brutaliser, lui tirer les mains pour les poser sur mes lèvres. L'ombre avait augmenté, un nuage venait de passer sur nos têtes. L'odeur forte des herbes me grisait dans ce trou de feuillage. Mais avant que mes lèvres ne soient posées sur sa peau, elle s'est dégagée, avec une force nerveuse que je n'aurais pas soupçonnée. Et à son tour, elle m'a pris rudement par les poignets. Elle me maintenait sans colère, la voix toujours calme, un peu grondante pourtant. « Voyons, ne faites pas d'enfantillage, » a-t-elle dit. « Voilà ce que je craignais. Me permettez-vous de vous donner une leçon pendant que je vous tiens là dans un petit coin ?» Elle avait la sévérité souriante d'une mère qui réprimande un gamin. « Dès le premier jour, j'ai bien compris. On vous a conté des horreurs sur mon compte, n'est-ce pas? Vous avez espéré des choses, hein, je vous excuse. Car vous ne savez rien de notre monde. Hein. Vous êtes tombé à Paris avec les idées de ce pays de loups. Puis, vous vous dites encore que c'est un peu de ma faute, si vous vous êtes trompé. J'aurais dû vous arrêter, vous vous seriez retiré sur un mot de moi. C'est vrai, j'ai pas prononcé ce mot, je vous ai laissé aller. Vous devez me regarder comme une abominable coquette. Hein. Savez-vous pourquoi je n'ai pas dit ce mot? » J'ai balbutié. L'étonnement de cette scène me paralysait. Elle me serrait les poignets davantage, elle me secouait, me parlant de si près que je sentais son souffle sur mon visage. Je ne l'ai pas dit, parce que vous m'intéressiez, et que je voulais vous donner cette leçon. Vous ne comprenez pas encore, mais vous réfléchirez et vous devinerez. On nous calomnie beaucoup. Nous faisons peut-être tout ce qu'il faut pour cela, seulement, vous le voyez, il y en a qui sont honnêtes, même parmi celles qui paraissent les plus folles et les plus compromises. Tout cela est très délicat, je vous répète que vous réfléchirez et vous comprendrez. Lâchez-moi, ai-je murmuré tout confus. Non, je ne vous lâcherai pas. Demandez-moi pardon si vous voulez que je vous lâche. Et malgré son ton de plaisanterie, j'ai senti qu'elle s'irritait, que des larmes de colère montaient à ses yeux sous l'affront que je lui avais fait. Un sentiment d'estime, un véritable respect pour cette femme si charmante et si forte grandissait en moi. Sa grâce d'Amazone a porté vertueusement l'imbécilité de son mari.
Son mélange de coquetterie et de rigueur, son dédain des mauvais propos et son rôle d'homme dans le ménage, caché sous les tourderies de sa conduite, en faisait une figure très complexe qui m'emplissait d'admiration. « Pardon », ai-je dit humblement. Elle m'a lâché. Je me suis levé aussitôt, tandis qu'elle restait tranquille sur le banc, ne craignant plus rien de l'obscurité ni de l'odeur troublante des feuillages. Elle a repris sa voix gaie en disant « Maintenant, je reviens à notre marché. Comme je suis très honnête, je paye mes dettes. Tenez, voici votre nomination de secrétaire d'ambassade. Je l'ai reçue hier soir. » En voyant que j'hésitais à prendre l'enveloppe qu'elle me tendait, « Mais, s'est-elle écriée, avec une pointe d'ironie, il me semble qu'à présent, vous pouvez bien être l'obligé de mon mari. » Tel a été le dénouement de ma première aventure. Lorsque nous sommes sortis du berceau, Félix se trouvait sur la terrasse avec Gauchereau et Berthe. Il a pincé les lèvres en me voyant venir, ma nomination à la main. Sans doute il était au courant de tout, et il se moquait de moi. Je l'ai pris à l'écart pour lui reprocher amèrement de m'avoir laissé commettre une pareille faute. Mais il m'a répondu que l'expérience seule formait la jeunesse, et comme je lui désignais d'un signe Berthe qui marchait devant nous, l'interrogeant aussi, il a eu un haussement d'épaule, d'une signification fort claire. Les choses étant ainsi, je dois avouer que, malgré tout, je ne comprends pas encore très bien l'étrange morale du monde où les femmes les plus honnêtes montrent des complaisances singulières. Ce qui m'a donné le dernier coup, ça a été d'apprendre par Gauchereau lui-même que mon père les avait invités, lui et sa femme, à venir passer 3 jours au Beauquet. Félix s'était remis à sourire, en nous annonçant qu'il rentrait à Paris le lendemain. Alors, je me suis sauvée. J'ai prétexté que j'avais formellement promis à mon père d'être de retour pour l'heure du déjeuner. J'étais déjà au bout de l'avenue lorsque j'ai aperçu un monsieur dans un cabriolet. Ce devait être monsieur Neigeon. Ma foi, j'aime mieux l'avoir manqué encore. C'est dimanche que Gauchereau et sa femme viennent s'installer au Beauquet. Quelle corvée! C'était Madame Neigeon d'Émile Zola. J'espère que cet audio vous a plu. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.